Il pensait que la nounou n'était qu'une fille simple, jusqu'à ce qu'il la voie taper des codes et déplacer des fortunes. Elle a piraté 1 milliard en quelques secondes, et ce n'était pas un crime. Ce qu'il fait ensuite devient viral dans le monde entier. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur Devenir membre maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Mathieu Durand observait la ville de Paris depuis la fenêtre de son bureau au 30e étage d'un imposant immeuble sur l'avenue des Champs-Élysées. Le ciel nuageux reflétait parfaitement son état d'esprit. Cela faisait exactement 6 mois que sa femme, Sophie, était partie après une bataille contre une maladie foudroyante, le laissant seul avec Lucas, son fils de 5 ans. Durand Technologies, l'entreprise qu'il avait fondée il y a 10 ans, traversait maintenant sa pire crise financière, reflétant le chaos dans lequel sa vie personnelle s'était transformée. « Monsieur Durand, la réunion avec les investisseurs commence dans 5 minutes », annonça Marine, sa secrétaire, par la porte entr'ouverte. « Merci, Marine. J'arrive », répondit-il, ajustant sa cravate et essayant d'éloigner de son esprit l'image de son fils pleurant ce matin-là, accroché à sa jambe, implorant de ne pas aller à l'école. En entrant dans la salle de réunion, Mathieu sentit le poids des regards des 5 investisseurs qui attendaient des nouvelles sur l'avenir de l'entreprise. Ces dernières semaines, 3 clients importants avaient annulé des contrats de plusieurs millions, alléguant un manque d'innovation dans les systèmes de sécurité informatique proposés par Durand Technologies. « Messieurs, je vous remercie tous pour votre présence », commença Mathieu ouvrant sa présentation. « Je sais que les derniers rapports financiers ne sont pas encourageants, mais nous mettons en œuvre des changements structurels qui… » Son téléphone vibra dans sa poche. C'était l'école de Lucas. Encore. Le 3e appel cette semaine. Il l'ignora continuant sa présentation, mais la culpabilité le rongeait de l'intérieur. Des heures plus tard, épuisé après une réunion éprouvante où il avait dû supplier pour obtenir plus de temps afin d'inverser les résultats négatifs, Mathieu conduisit jusqu'à l'école de son fils, où la coordinatrice pédagogique l'attendait avec une expression préoccupée. « Monsieur Durand, Lucas a eu un autre épisode aujourd'hui. Il a refusé de participer aux activités et quand nous avons insisté, il a eu une crise de larmes en disant qu'il voulait sa maman. » Mathieu sentit son cœur se serrer. « Je sais, Madame Claire. Nous suivons une thérapie, mais le processus est difficile. À la maison aussi, c'est compliqué. Je comprends votre situation, mais nous avons besoin que Lucas ait plus de stabilité. Peut-être une figure féminine présente, une grand-mère, une tante. Ma mère vit à Lyon et la mère de Sophie n'arrive pas à gérer la situation. Elle est aussi dévastée que nous, expliqua-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de désespoir. Avez-vous envisagé d'engager une nounou à temps plein? Quelqu'un qui pourrait créer des liens et offrir le soutien émotionnel dont Lucas a besoin en ce moment? L'idée le frappa comme un éclair. Pourquoi n'y avait-il pas pensé avant? Entre les réunions, les voyages, les appels et la pression constante pour sauver l'entreprise, il n'arrivait pas à donner à Lucas l'attention dont le garçon avait désespérément besoin. « Je vais m'en occuper immédiatement », assura-t-il à la coordinatrice. Sur le chemin du retour, avec Lucas silencieux sur le siège arrière, serrant son dinosaure en peluche préféré, Mathieu appela Camille, sa belle-sœur. « Camille, j'ai besoin d'une recommandation urgente. Une nounou, quelqu'un de confiance qui pourrait vivre avec nous et aider avec Lucas. » Mathieu, quelle coïncidence. Tu te souviens de Juliette, mon amie psychologue? Elle m'a parlé hier d'une connaissance qui cherche exactement ce genre de travail. Elle semble être bien qualifiée, a travaillé comme éducatrice et a de l'expérience avec les enfants en situation de deuil. Ce mot le faisait toujours frémir. Deuil. Comme s'il était possible de résumer en 5 lettres l'abîme qui s'était installé dans sa vie et celle de son fils. Passe-moi son contact, s'il te plaît. Je vais fixer un entretien au plus vite. Dans l'appartement spacieux du quartier du Marais, le silence n'était interrompu que par le son de la télévision allumée sur un dessin animé que Lucas regardait sans réel intérêt. Mathieu prépara un sandwich pour son fils, observant comme le garçon avait maigri ces dernières semaines. Ses yeux, autrefois brillants et curieux, semblaient maintenant vides, distants. «
Fils, et si on allait au jardin du Luxembourg dimanche? On pourrait faire du vélo. Lucas haussa les épaules, sans détourner le regard de la télé. Maman sera là? La question innocente était comme un couteau transperçant sa poitrine. Lucas, nous en avons déjà parlé. Maman, elle est au ciel maintenant, tu te souviens. Elle ne peut pas revenir, mais elle veille toujours sur nous. Alors je ne veux pas aller au parc, répondit le garçon, repoussant son assiette presque intacte. Ce soir-là, après avoir mis Lucas au lit après une autre séance de pleurs, Mathieu s'assit dans son bureau à domicile. Les tableaux financiers de l'entreprise montrèrent des chiffres de plus en plus alarmants. La réserve financière qu'il avait constituée au fil des ans s'épuisait rapidement. Si cela continuait, dans quelques mois, il devrait commencer à licencier des employés, dont beaucoup étaient des amis qui avaient cru en son rêve depuis le début. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Durand, c'est Élise Lefebvre. Camille m'a transmis votre contact. J'ai appris que vous cherchiez une nounou pour votre fils. » La voix à l'autre bout de la ligne était calme, mélodieuse, avec un léger accent marseillais. Quelque chose dans cette voix transmettait de l'assurance. « Oui, en effet, pourrions-nous fixer un entretien demain matin? À 9 heures dans mon appartement, serait-ce possible? » « Parfaitement, j'y serai. » Après avoir raccroché, Mathieu ressentit une pointe d'espoir pour la première fois depuis des mois. Peut-être était-ce la solution à au moins un de ses problèmes. Une aide professionnelle pour Lucas pourrait lui permettre de se concentrer sur le sauvetage de l'entreprise de la faillite imminente. Allongé dans son lit, dans la chambre qu'il partageait autrefois avec Sophie, Mathieu regarda le côté vide du matelas. Parfois, il se réveillait encore au milieu de la nuit et, pendant une seconde glorieuse, oubliait qu'il était seul. Puis, la réalité le frappait de plein fouet, le laissant sans air. « Sophie, que dois-je faire ?» murmura-t-il dans le vide. « Comment prendre soin de notre fils? Comment sauver l'entreprise que nous avons construite ensemble ?» Le silence fut sa seule réponse. Le lendemain matin, il se réveilla au son de la sonnette. Il regarda l'horloge. 9 heures pile. Élise Lefebvre était ponctuelle, une qualité qu'il appréciait. Il enfila un peignoir par-dessus son pyjama et alla ouvrir la porte, espérant que cet inconnu pourrait apporter un peu de lumière à l'obscurité qui s'était installée dans sa vie. Mathieu ouvrit la porte et se retrouva face à une femme d'environ 30 ans, cheveux châtains foncés attachés en un chignon discret, yeux verts pénétrants et une posture élégante, malgré la simplicité de ses vêtements. Élise Lefebvre dégageait une sérénité presque magnétique. « Bonjour, monsieur Durand. Je suis Élise, » se présenta-t-elle, tendant la main fermement. « Entrez, je vous en prie. »« Et appelez-moi Mathieu, » répondit-il, gêné d'être encore en pyjama. « Je vous prie de m'excuser pour ma tenue. Les matins ont été compliqués. » Élise sourit avec compréhension. « Ne vous inquiétez pas. Je comprends parfaitement la situation. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui fit croire à Mathieu qu'effectivement, elle comprenait. Ce n'était pas juste une phrase de courtoisie. Dans le salon, il lui offrit un café pendant que Lucas dormait encore. Élise accepta, observant discrètement l'environnement. L'appartement, bien que luxueux, montrait des signes de négligence. Jouets éparpillés, assiettes sales sur la table basse, coussins en désordre, le portrait d'une famille en crise. « Camille m'a raconté votre situation », commença Élise, tenant sa tasse de café. « Je suis désolé pour votre perte. » Mathieu acquiesça, détournant le regard. Il était encore difficile de recevoir des condoléances. « Lucas a 5 ans, c'est bien ça? Comment gère-t-il tout cela ?»« Pas très bien, » admit Mathieu. « Il fait des cauchemars presque toutes les nuits. À l'école, il est isolé, n'interagit pas avec les autres enfants. La psychologue dit que c'est normal, que cela fait partie du processus, mais c'est déchirant de le voir ainsi. » Élise écoutait avec une attention sincère, sans interrompre. « Et vous? Quelles sont vos qualifications? Vos expériences précédentes ?» demanda Mathieu, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « J'ai travaillé comme éducatrice pendant 3 ans à Marseille. J'ai une spécialisation en développement de l'enfant et une expérience spécifique avec les enfants ayant subi des traumatismes, » répondit-elle, lui remettant un CV impeccablement organisé. « Ces 2 dernières années, je me suis occupée de 2 enfants dans la même situation que Lucas. » Tandis que Mathieu examinait le document, un bruit venant du couloir attira son attention. Lucas était debout à l'entrée du salon, regardant timidement l'inconnu. « Bonjour, champion, » dit Mathieu, essayant de paraître enthousiaste. « Viens rencontrer Élise. Elle est venue discuter avec nous. » Lucas ne bougea pas,
agrippé à son dinosaure en peluche, observant Élise avec une curiosité prudente. À la surprise de Mathieu, Élise ne fit pas ce que la plupart des adultes faisaient. Elle ne s'approcha pas de Lucas, ne parla pas sur un ton infantilisant, ne força pas l'interaction. Au lieu de cela, elle sourit gentiment et dit « Bonjour Lucas. Quel dinosaure incroyable tu as là. C'est un tyrannosaure rex ?» Lucas secoua la tête négativement. « C'est un allosaure », corrigea-t-il à voix basse. « Bien sûr, comment n'ai-je pas remarqué? Les bras sont plus grands, » répondit Élise naturellement. « Savais-tu que l'allosaure avait des dents ressemblant à des couteaux? Il pouvait découper la viande comme des ciseaux. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent légèrement, impressionné. Il fit 2 pas hésitants en avant. « Vous aimez les dinosaures? »« J'adore, surtout les carnivores. Et toi? »« J'ai une collection, » révéla Lucas, sa voix gagnant en enthousiasme pour la première fois depuis des semaines. Mathieu observait l'interaction, stupéfait. La psychologue pour enfants qui coûtait une fortune arrivait à peine à tirer une demi-douzaine de mots de Lucas en toute une séance, et Élise avait gagné son attention en moins d'1 minute. « Tu veux montrer ta collection à Élise ?» suggéra Mathieu, profitant du moment. À son grand étonnement, Lucas acquiesça et tendit la main à Élise, l'invitant à le suivre jusqu'à sa chambre. Tandis qu'il s'éloignait dans le couloir, Mathieu entendit la voix de son fils, animée, presque normale, expliquant des détails sur chaque dinosaure de son étagère. 1 heure plus tard, quand Élise revint au salon, Mathieu s'était habillé convenablement et avait préparé plus de café. Lucas dessine des dinosaures. « Il dit qu'il va en faire un pour moi », expliqua-t-elle avec un sourire discret. « C'est incroyable », confessa Mathieu. « Je ne l'ai pas vu aussi animé depuis… » Il ne put terminer sa phrase. « Les enfants sont étonnamment résilients, Monsieur Durand. Ils ont juste besoin d'un espace sûr pour traiter leurs sentiments et de quelqu'un qui valide leurs douleurs sans essayer de l'effacer. » La réponse, si professionnelle et en même temps empathique, convainquit immédiatement Mathieu. « Le poste est à vous, si vous le souhaitez. Pouvez-vous commencer dès demain? »« Je peux commencer aujourd'hui, si vous préférez, » répondit Élise. « J'ai perçu que la situation est urgente. » Ils discutèrent des conditions, du salaire, des jours de congé et des attentes. Élise occuperait la chambre d'amis, aurait les dimanches libres et s'occuperait de Lucas à temps plein, y compris l'emmener et le chercher à l'école, préparer ses repas et l'aider pour ses devoirs. Ce même après-midi, Élise apporta ses valises, seulement 2, étonnamment petites pour quelqu'un qui déménageait. Mathieu remarqua comment elle organisa rapidement ses affaires et en quelques heures établit une routine avec Lucas comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Pendant le dîner, Mathieu observa émerveillé comment Élise réussit à faire manger à Lucas toute son assiette, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des semaines. Elle parlait de dinosaures, racontait des curiosités scientifiques dans un langage accessible à un enfant de 5 ans et posait des questions qui valorisaient sincèrement les opinions du garçon. À 8 heures du soir, après un bain sans protestation, Lucas était déjà au lit. Élise lut une histoire sur un jeune paléontologue et en moins de 10 minutes, le garçon dormait profondément. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda Mathieu, incrédule, quand elle sortit de la chambre. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » répondit Élise avec simplicité. « J'ai juste montré un intérêt authentique pour son monde. » Plus tard, quand Mathieu se préparait à réviser quelques tableaux financiers de l'entreprise dans son bureau, Élise l'aborda avec une tasse de thé. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. Vous semblez épuisé. »« Merci, » répondit-il, acceptant le thé. « Les problèmes ne cessent de s'accumuler. À l'entreprise, les choses sont compliquées. Cela vous dérange si je vous demande quel type d'entreprise c'est ? Durand Technology. Nous développons des systèmes de sécurité informatique pour le secteur financier, » expliqua-t-il, frottant ses yeux fatigués. « Ou du moins, nous essayons. Notre produit principal est obsolète et nous perdons des clients au profit de concurrents plus innovants. » Élise acquiesça, écoutant attentivement. La sécurité informatique est un domaine fascinant. Les menaces évoluent constamment. Quelque chose dans sa façon de parler attira l'attention de Mathieu. Ce n'était pas le commentaire générique de quelqu'un étant simplement poli. « Vous vous y connaissez en la matière ?»« Un peu, » répondit-elle, avec un sourire énigmatique. « J'ai beaucoup lu sur le sujet. » Cette première nuit, Élise se retira tôt dans sa chambre, laissant Mathieu intrigué. Il y avait quelque chose chez cette femme qui défiait ses attentes.
Une nounou qui connaissait les dinosaures et manifestait un intérêt pour la sécurité informatique. Définitivement inhabituel. Dans les semaines qui suivirent, la présence d'Élise transforma complètement la dynamique de la maison. Lucas recommença à sourire, à parler de l'école, à s'alimenter correctement. Les cauchemars diminuèrent, et la coordinatrice pédagogique appela pour signaler des améliorations significatives dans son comportement social. Mathieu, quant à lui, put se consacrer plus intensément à l'entreprise, arrivant plus tôt et partant plus tard du bureau, sachant que son fils était entre de bonnes mains. La culpabilité qui le consumait commença à diminuer, bien que les problèmes professionnels continuaient de s'accumuler. Un soir particulièrement difficile, après avoir reçu la nouvelle qu'un autre client important ne renouvellerait pas son contrat, Mathieu rentra tard, épuisé et découragé. L'appartement était silencieux, Lucas dormait déjà. Dans la cuisine, il trouva une assiette couverte dans le micro-ondes avec un mot d'Élise. « J'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose de substantiel. » Réchauffé pendant 2 minutes. Ce geste simple d'attention l'émut. Tout en mangeant le stroganoff parfaitement assaisonné, il réalisa à quel point Élise était rapidement devenue indispensable dans leur vie. Après avoir mangé, il se rendit dans son bureau pour quelques heures de travail désespéré. Il était plus de minuit quand il décida d'aller chercher un verre d'eau à la cuisine. En passant par le couloir, il remarqua une fente de lumière venant du salon. Élise était assise sur le canapé, devant un ordinateur portable, tapant intensément. Ce qui attira l'attention de Mathieu, ce fut l'écran. Des graphiques financiers complexes, des codes de programmation, des plateformes de trading qu'il reconnut immédiatement comme des outils professionnels de haut niveau. Il observa en silence pendant quelques secondes, perplexe devant la scène. Élise n'était pas seulement une éducatrice ou une nounou, ses doigts volaient sur le clavier avec l'habileté d'une professionnelle de la technologie ou de la finance. En quelques minutes, elle exécuta des opérations que Mathieu reconnut comme extrêmement sophistiquées, impliquant des analyses prédictives et des algorithmes de trading. Élise, appela-t-il finalement, incapable de contenir sa curiosité. Elle sursauta, fermant rapidement l'ordinateur portable. « Mathieu, je ne vous ai pas entendu approcher. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, mais que faisiez-vous » Le visage habituellement serein d'Élise montra un éclair d'appréhension. Elle respira profondément, comme si elle prenait une décision importante. « Je crois que je vous dois une explication, » dit-elle finalement, avec un regard énigmatique qui promettait des révélations bien au-delà de ce que Mathieu pourrait imaginer. Élise indiqua la place à côté d'elle sur le canapé. Mathieu s'assit, encore intrigué par ce qu'il venait de voir. L'ordinateur portable fermé entre eux semblait un objet mystérieux, gardant des secrets qu'il pouvait à peine imaginer. « Je ne suis pas seulement une éducatrice », commença Élise, d'une voix calme mais tendue. « En fait, j'ai passé la majeure partie de ma carrière professionnelle dans le marché financier. » Mathieu haussa les sourcils, surpris. « Dans le marché financier ? En tant que quoi ? J'ai été directrice des opérations algorithmiques à la Banque nationale pendant 7 ans. Avant cela, j'ai travaillé à la bourse comme analyste des systèmes de sécurité. J'ai un doctorat en informatique de la Sorbonne avec une spécialisation en cryptographie et défense cybernétique. » Cette révélation frappa Mathieu comme un tsunami. Cette femme qui préparait des goûters pour son fils et connaissait les noms de tous les dinosaures était en réalité l'une des professionnelles les plus qualifiées exactement dans les domaines que son entreprise couvrait. « Mais pourquoi travaillez-vous comme nounou ? Cela n'a pas de sens. » Élise détourna le regard, le fixant sur la fenêtre qui montrait les lumières de Paris scintillant dans la nuit. « Il y a 3 ans, j'avais tout. Une carrière réussie, un mariage heureux avec Gabrielle, ma fille Léa de 4 ans. » Sa voix faiblit légèrement. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais à une conférence internationale à Singapour, je reçoive la nouvelle que mon mari et ma fille avaient eu un accident sur la route vers Nice. Mathieu sentit un serrement au cœur. Il comprenait maintenant la connexion immédiate d'Élise avec Lucas, la compréhension authentique qu'elle montrait pour la douleur du garçon. Après cet événement, je n'ai plus réussi à retourner au travail. Les algorithmes, les chiffres, les stratégies, tout semblait vide, sans but. J'ai vendu notre appartement à Saint-Germain-des-Prés, donné une grande partie de nos biens et passé 1 an à voyager à travers le monde, essayant de trouver un sens pour continuer. Et comment êtes-vous arrivé à l'éducation des enfants ? C'était par hasard.
Dans un ashram en Inde, j'ai rencontré une psychologue française qui travaillait avec des enfants traumatisés. Elle m'a invité à un projet bénévole. J'ai découvert qu'aider les enfants à traiter leurs émotions m'aidait à gérer les miennes. Élise fit une pause, respirant profondément. Quand je suis revenu en France, j'ai fait une spécialisation en développement de l'enfant et j'ai commencé à travailler comme éducatrice. C'était une façon de garder Léa vivante, d'une certaine manière. « Je comprends », murmura Mathieu, profondément touché. « Mais que faisiez-vous maintenant? Cela ne ressemblait pas à de l'éducation infantile. » Élise sourit légèrement. « Vieille habitude. Je continue à suivre le marché. Parfois, quand je n'arrive pas à dormir, je fais quelques opérations. Cela aide à occuper mon esprit. » « Des opérations? Vous avez du capital à investir? » « Suffisamment. J'ai vendu mes actions de la Banque nationale pour une valeur considérable et mon mari avait une bonne assurance vie. » Elle hésita un moment. « En fait, ce que vous avez vu était un algorithme que j'ai développé pour identifier des modèles de vulnérabilité dans les systèmes financiers. Je le testais dans un environnement simulé. » Mathieu ne put contenir son admiration. « C'est impressionnant, le type de technologie que mon entreprise essaie de développer depuis des années. » Un silence contemplatif s'installa entre eux. L'esprit de Mathieu bouillonnait de possibilités. Finalement, il prit courage. « Élise, je sais que cela peut sembler inapproprié étant donné que vous travaillez pour moi comme nounou de Lucas, mais mon entreprise est au bord de la faillite. Nous avons perdu 3 clients importants ces dernières semaines parce que notre système de sécurité est obsolète. Envisageriez-vous, peut-être, de nous donner quelques conseils ?» Élise l'étudia un moment, ses yeux verts pénétrants semblant voir bien au-delà de ses paroles. « Je peux jeter un œil à vos systèmes, » répondit-elle finalement. « Mais je tiens à préciser que ma priorité est Lucas. J'ai accepté ce travail parce que je veux vraiment l'aider. Ce n'était pas une stratégie pour me rapprocher de votre entreprise. »« Bien sûr, absolument. Lucas reste la priorité, » assura rapidement Mathieu. « Mais si vous pouviez consacrer quelques heures, quand il est à l'école peut-être, demain montrez-moi ce que vous avez. Je ne promets rien, mais je peux évaluer. » Le lendemain matin, après avoir déposé Lucas à l'école, Élise accompagna Mathieu au siège de Durand Technologies. Le bureau occupait 2 étages dans un immeuble moderne sur les Champs-Élysées, mais l'ambiance était loin d'être vibrante. Des employés avec des expressions préoccupées travaillaient en silence, et les salles de réunion qui auraient dû être pleines de discussions créatives restaient vides. « Le moral de l'équipe est au plus bas », expliqua Mathieu en la guidant à travers l'espace. « Tout le monde sait que nous sommes en difficulté. » Au département de développement, il présenta Élise à Martin Bonnet, directeur technique et ami de longue date. « Élise est une consultante que j'ai invitée à jeter un œil à nos systèmes », expliqua Mathieu, omettant délibérément qu'elle était la nounou de son fils. Martin semblait sceptique, mais accepta de montrer l'architecture du principal produit de l'entreprise, le Durand Shield, un système de protection contre les attaques informatiques pour les institutions financières. Élise écouta attentivement, tandis que Martin expliquait les fonctionnalités du système, posant occasionnellement des questions techniques qui surprenaient le directeur technique par leur précision et leur profondeur. Le problème est que nos concurrents implémentent l'apprentissage automatique pour identifier les modèles d'attaque en temps réel, alors que nous utilisons encore des règles prédéfinies, admit Martin frustré. « Puis-je voir le code source ?» demanda Élise. Durant les 3 heures suivantes, elle examina minutieusement la structure du système, prenant des notes détaillées et fronçant occasionnellement les sourcils devant certains segments de code. Mathieu et Martin observaient, impressionnés par sa concentration et sa méthode d'analyse. « Le noyau du système est solide, » dit finalement Élise, s'éloignant de l'ordinateur. « Mais il a au moins 2 ans de retard par rapport au marché. Vous devez implémenter des algorithmes de détection comportementale, pas seulement des règles statiques. »« Nous le savons, » répondit Martin sur la défensive. « Mais nous n'avons pas l'expertise interne pour développer ce type d'algorithme et engager des consultants externes coûterait des millions que nous n'avons pas. » Élise regarda Mathieu, qui semblait vaincu. Quelque chose chez cet homme, luttant pour maintenir son entreprise et élever seul son fils, toucha profondément Élise. « Je peux aider, » offrit-elle, se surprenant elle-même par cette décision. « J'ai de l'expérience avec des algorithmes similaires de mon temps à la Banque nationale. » Mathieu la regarda avec un espoir renouvelé. « Vraiment? Vous feriez cela ?»« Avec quelques conditions, » répondit Élise fermement. « Premièrement,
Je ne travaille que pendant les heures où Lucas est à l'école. Deuxièmement, je ne veux pas que quiconque dans l'entreprise sache que je suis la nounou de votre fils. Cela pourrait compromettre ma crédibilité professionnelle. Troisièmement, je ne veux pas de poste formel ou de contrat. Je préfère maintenir notre arrangement flexible. D'accord, accepta immédiatement Mathieu. Fixez vos termes. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à partager son temps entre s'occuper de Lucas et travailler sur les systèmes de Durand Technologies. Pour l'équipe, elle fut présentée comme une consultante externe spécialisée en sécurité informatique, engagée temporairement pour un projet spécifique. L'impact de sa présence fut immédiat. Avec son expérience sur le marché financier, Élise identifia rapidement les défauts critiques du système et commença à implémenter des solutions innovantes auxquelles personne dans l'équipe n'avait pensé. « C'est brillant », commenta Martin après avoir assisté à une démonstration du nouvel algorithme de détection de fraude qu'Élise avait développé en seulement une semaine. Comment personne n'y a pensé avant? À la maison, la dynamique évoluait également. Lucas était de plus en plus attaché à Élise, qui maintenait l'équilibre parfait entre être une figure d'autorité et une amie. Mathieu observait, fasciné, comment elle parvenait à gérer tant de responsabilités avec une apparente facilité. « Comment faites-vous cela ?» demanda-t-il un soir, alors qu'il dînait après que Lucas fut allé se coucher. « Prendre soin de Lucas, révolutionner mon entreprise et encore paraître si en paix. » Élise sourit, un sourire rare qui illuminait son visage normalement sérieux. « Je ne suis pas aussi en paix que je le parais, mais avoir un but aide. Lucas me donne une raison de me lever tous les matins, et le travail dans l'entreprise stimule mon esprit d'une façon qui m'a manqué. Vous savez, en moins d'un mois, vous avez transformé nos vies, confessa Mathieu. Durand Technologies a une réelle chance de survie grâce à vous. Et Lucas, eh bien, vous avez vu comme il va mieux. Vous deux avez aussi transformé ma vie, répondit Élise doucement. Après ce qui est arrivé à ma famille, j'existais simplement, je ne vivais pas. Maintenant, je sens que peut-être je peux construire quelque chose de nouveau. Leurs regards se croisèrent pendant un moment prolongé, un courant silencieux de compréhension passant entre eux, deux personnes qui connaissaient la douleur de la perte, mais qui, ensemble, trouvaient un chemin vers la guérison. Le moment fut interrompu par le téléphone de Mathieu. C'était un numéro inconnu. « Mathieu Durand », répondit-il. « Mathieu, c'est Richard Martin du Crédit Parisien. » Richard était directeur technique d'une des plus grandes banques du pays. Un client que Durand Technologies essayait d'attirer depuis des années, sans succès. « Richard, quelle surprise! J'ai entendu des rumeurs sur un nouveau système de détection comportementale que vous développez, quelque chose de révolutionnaire sur le marché. Est-ce vrai ?» Mathieu regarda Élise perplexe. Le projet était confidentiel, encore en phase de test. « Eh bien, nous travaillons sur quelques innovations, oui, » répondit-il prudemment. « Nous voulons une démonstration, la semaine prochaine. Si c'est la moitié de ce que nous entendons, nous sommes prêts à signer un contrat d'exclusivité. » Après avoir raccroché, Mathieu fixa Élise, stupéfait. « Le Crédit Parisien veut une démonstration de votre système. Comment l'ont-ils su ?» Élise semblait tout aussi surprise. « Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai parlé à personne en dehors de l'entreprise. » Richard a mentionné quelque chose comme « la moitié de ce que nous entendons ». On dirait que quelqu'un parle du projet. Mathieu fronça les sourcils, inquiet. « Nous avons une fuite d'informations ou quelqu'un a délibérément créé un buzz sur le marché, compléta Élise pensive. La question est, qui aurait intérêt à faire cela? Et pourquoi? La question flottait dans l'air entre eux, apportant une ombre d'inquiétude au moment de célébration. Alors que l'entreprise gagnait une nouvelle chance de survie, des forces invisibles semblaient se déplacer en coulisses, créant un mystère qui devrait être résolu. 2 semaines après l'appel surprenant du Crédit Parisien, le siège de Durand Technologies bouillonnait d'une énergie renouvelée. Les employés qui craignaient auparavant pour la stabilité de leurs emplois travaillaient maintenant avec un enthousiasme ravivé. Le système révolutionnaire développé par Élise avait non seulement impressionné le Crédit Parisien, qui avait signé un contrat de plusieurs millions, mais avait également attiré l'attention de 3 autres institutions financières importantes. Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi à conclure 4 nouveaux contrats en 2 semaines, commenta Martin, adossé à la porte du bureau de Mathieu, où lui et Élise analysèrent les termes d'une autre proposition. C'est comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur. Soudainement, tout le monde veut le Durand Shield.
Mathieu sourit, échangeant un regard complice avec Élise. Disons que nous avons eu un coup de main spécialisé. Après le départ de Martin, Mathieu s'appuya contre son fauteuil, observant Élise. Au cours des 2 derniers mois, elle était devenue bien plus qu'une nounou ou une consultante. Elle était une partenaire, quelqu'un en qui il avait confiance, tant pour s'occuper de son fils que pour sauver son entreprise. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans tout cela ?» demanda Mathieu. « Personne dans l'entreprise, à part moi et Martin, ne sait que la brillante consultante qui a sauvé Durand Technologies est la même personne qui prépare le déjeuner de Lucas et l'aide avec ses devoirs. » Élise sourit, ce sourire discret qui était devenu plus fréquent ces dernières semaines. « Je préfère ainsi. Je garde les 2 mondes séparés. C'est plus sûr. » « Sûr ?» Elle hésita, comme si elle en avait dit plus qu'elle ne le voulait. « Émotionnellement sûr. Quand j'ai perdu ma famille, j'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais profondément avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'était plus facile d'être simplement la nounou, la consultante temporaire. Mais maintenant, elle laissa la phrase en suspens. Maintenant, insista doucement Mathieu, maintenant je suis plus impliqué que je ne l'avais prévu. Élise se leva brusquement. Nous devrions aller chercher Lucas à l'école. Aujourd'hui, c'est sa présentation sur les dinosaures. Vous vous souvenez? Le changement de sujet était si évident que Mathieu n'insista pas. Mais cette phrase inachevée résonna dans son esprit tout au long du trajet jusqu'à l'école. Lors de la présentation, Lucas brilla. Avec la confiance d'un enfant qui se sent aimé et en sécurité, il expliqua à la classe et aux parents présents les différences entre les dinosaures herbivores et carnivores, utilisant une affiche méticuleusement préparée avec l'aide d'Élise. « Mon allosaure peut manger votre stégosaure », conclut Lucas avec enthousiasme, provoquant des rires dans l'assistance. À la fin, lorsque l'enseignante félicita le garçon, il courut non seulement vers Mathieu mais aussi vers Élise, les embrassant simultanément. « J'ai réussi. Vous avez vu ?»« Oui, champion », répondit Mathieu, échangeant un regard ému avec Élise par-dessus la tête de son fils. À ce moment-là, il ressemblait exactement à ce qu'il n'était pas, une famille. L'enseignante de Lucas s'approcha souriante. Le changement chez lui est impressionnant. Il y a 3 mois, nous arrivions à peine à le faire parler en classe. Maintenant, des présentations devant toute la classe. Vous faites un travail merveilleux. Le mérite revient entièrement à Élise, répondit Mathieu avec sincérité. Eh bien, quoi que vous fassiez en tant que famille, ça fonctionne. Aucun des 2 ne corrigea la méprise de l'enseignante. Sur le chemin du retour, Lucas, épuisé mais heureux, s'endormit sur la banquette arrière de la voiture. Mathieu conduisait en silence, jetant occasionnellement des regards à Élise, qui observait le paysage urbain de Paris avec une expression contemplative. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il finalement. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle, regardant toujours par la fenêtre. « Il y a 3 mois, j'errais sans but, essayant de combler un vide qui semblait impossible à remplir. Et maintenant ?» demanda Mathieu, complétant l'écho de la conversation interrompue plus tôt. Élise se tourna vers lui, ses yeux verts reflétant une vulnérabilité rare. « Et maintenant j'ai peur. Peur de quoi? De trop m'attacher, de construire quelque chose que je pourrais perdre à nouveau. » La confession flotta entre eux, chargée de significations non dites. Mathieu voulait répondre, dire qu'il avait aussi peur, qu'il luttait aussi contre la crainte de s'ouvrir à nouveau à la possibilité de perte. Mais les mots semblaient inadéquats. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Mathieu porta Lucas, toujours endormi, jusqu'à son lit. Élise l'aida à enlever les chaussures du garçon et à le couvrir. Pendant un moment, ils restèrent côte à côte, observant l'enfant qui, de différentes façons, les avait sauvés tous les 2. « On ouvre une bouteille de vin ?» suggéra Mathieu quand ils sortirent de la chambre, pour célébrer le succès de Lucas. Et les nouveaux contrats. Sur la terrasse de l'appartement, avec la vue nocturne de Paris s'étendant devant eux comme un tapis de lumière, ils partagèrent une bouteille de vin rouge et des conversations qui coulaient avec une naturalité surprenante. Ils parlèrent de livres préférés, de films qui les avaient marqués, d'endroits qu'ils rêvaient de connaître. « Je ne vous ai jamais demandé, » dit Mathieu, remplissant à nouveau les verres. « Pourquoi avez-vous accepté le travail de nounou? Avec vos qualifications, vous pourriez gagner 10 fois plus dans n'importe quelle banque. Après l'événement, l'argent a perdu son sens pour moi, répondit Élise. J'avais assez d'économies pour vivre confortablement sans travailler. Ce que je cherchais, c'était un but,
une connexion humaine, quelque chose qui me fasse sentir utile au-delà de générer des profits pour des actionnaires. Et vous avez trouvé cela avec Lucas? Avec Lucas. Et avec vous. Élise soutint le regard de Mathieu pendant un moment qui sembla s'étendre infiniment. Vous m'avez donné quelque chose que je pensais ne jamais retrouver, une raison d'attendre demain. Mathieu sentit son cœur s'accélérer. Dans un élan, il couvrit la main d'Élise avec la sienne. Vous nous avez donné la même chose. Avant votre arrivée, nous étions deux fantômes vivant dans la même maison, existant simplement. Maintenant, nous vivons enfin à nouveau. Le moment était chargé d'électricité, l'air entre eux dense de possibilités. Mathieu se pencha lentement, ses yeux fixés sur les siens, cherchant permission, hésitation, n'importe quel signe qui l'arrêterait. Élise ne recula pas, ses yeux reflétant un conflit interne, désir et peur à parts égales. Alors que leurs lèvres étaient sur le point de se toucher, le téléphone de Mathieu sonna bruyamment, brisant le charme du moment. Élise s'éloigna rapidement, comme si elle se réveillait d'une transe. Mathieu prit son téléphone, prêt à rejeter l'appel, mais le nom sur l'écran le fit hésiter. Thomas Lambert. Thomas avait été son meilleur ami à l'université et associé dans les premières années de Durant Technologies, avant de vendre sa part et de déménager aux États-Unis pour travailler dans la Silicon Valley. Cela faisait presque 2 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. « Thomas ?» répondit Mathieu, surpris. « Mathieu, mon vieux. »« Ça a fait longtemps. » La voix familière de Thomas résonna avec animation de l'autre côté de la ligne. « Je suis à Paris. Je viens d'arriver et j'ai besoin de te voir. Demain, déjeuner au Fouquet's? J'ai une proposition qui va te laisser bouche bée. »« Bien sûr, on peut se rencontrer, » répondit Mathieu, lançant un regard d'excuse à Élise, qui était maintenant debout, ramassant les verres de vin avec une expression illisible. « Midi, ça te va? Parfait. J'ai hâte de te raconter les nouvelles. Et Mathieu, prépare-toi à la meilleure nouvelle de ces dernières années. » Après avoir raccroché, Mathieu trouva Élise dans la cuisine, lavant les verres avec une attention méticuleuse. « C'était Thomas Lambert, un vieil ami et ancien associé, » expliqua-t-il. « Il vient de rentrer des États-Unis et veut me rencontrer demain. » Élise acquiesça sans se retourner. Il semblait enthousiaste. Il a mentionné quelque chose à propos d'une proposition surprenante. Mathieu s'approcha, touchant légèrement son épaule. « Élise, à propos de ce qui s'est passé là-bas, il ne s'est rien passé, » interrompit-elle doucement, se tournant finalement pour lui faire face. « Et c'est peut-être mieux ainsi, nous sommes compliqués, Mathieu. Nous portons tous deux de lourds bagages, et il y a Lucas à considérer. Lucas vous adore. » Exactement. Et si ça ne marchait pas, si nous compliquions tout et que je devais sortir de sa vie, il a déjà perdu sa mère. Je ne peux pas risquer d'être une personne de plus qui disparaît. Il y avait une logique douloureuse dans ces paroles que Mathieu ne pouvait pas réfuter. Il recula, respectant les limites qu'elle établissait, bien que son cœur protestait. « Vous avez raison. Désolé si j'ai été précipité. » Élise sourit tristement. « Vous n'avez pas été précipité. C'était naturel, peut-être même inévitable. Mais nous devons être prudents pour le bien de nous tous. » Cette nuit-là, Mathieu s'allongea dans son lit, pensant au presque baiser, à l'appel interrompu de Thomas, aux barrières qu'Élise érigeait autour d'elle. Quelque chose changeait entre eux, évoluant d'une relation professionnelle vers quelque chose de plus profond et complexe. La question était, étaient-ils prêts à affronter les implications de ce changement? Le lendemain, le déjeuner avec Thomas au restaurant Fouquet's fut une explosion de nostalgie et de nouvelles. Son vieil ami, maintenant avec un look californien, raconta avec enthousiasme ses années dans la Silicon Valley, les projets innovants dans lesquels il s'était impliqué et finalement arriva au point principal de la réunion. « Je monte un fonds d'investissement axé sur les startups technologiques françaises », expliqua Thomas entre 2 gorgées de vin. « Et je veux Durant Technologies comme premier investissement. J'ai entendu parler de votre nouveau système, le fameux algorithme révolutionnaire de détection comportementale. Tout le marché en parle. » Mathieu fronça les sourcils. « Tout le marché? Comment exactement ces informations circulent-elles » Thomas haussa les épaules. « Paris est petit quand il s'agit du secteur financier. Les nouvelles se répandent. L'important est que je suis prêt à injecter 15 millions dans ton entreprise, en échange de 25% de participation. » L'offre était tentante, exactement le type de capital dont Durant Technologies avait besoin pour étendre ses opérations et consolider sa position sur le marché.
Mais il y avait quelque chose dans le timing, dans la coïncidence, qui dérangeait Mathieu. Je vais devoir y réfléchir, Thomas. Consultez mon équipe. Bien sûr, sans précipitation. Thomas sourit, confiant. Je suis logé au Plaza Athénée. Je resterai à Paris pendant 2 semaines. Suffisamment de temps pour conclure l'affaire, j'espère. Lorsque Mathieu retourna au bureau, il trouva Élise concentrée sur son ordinateur, travaillant sur une nouvelle mise à jour du système. Sans lever les yeux de l'écran, elle demanda « Comment s'est passé le déjeuner avec votre ami ?»« Intéressant. Il veut investir dans l'entreprise. 15 millions pour 25% de participation. » Cela fit Élise arrêter de taper et le regarder. C'est une coïncidence remarquable. Juste au moment où l'entreprise se redresse et que le nouveau système attire l'attention. J'ai pensé la même chose, admit Mathieu, s'asseyant à côté d'elle. Thomas a mentionné que tout le marché parle de notre algorithme. Comment est-ce possible si seulement quelques personnes en connaissent les détails? Élise semblait pensive. Peut-être devrions-nous enquêter sur qui diffuse ces informations et pourquoi. Vous soupçonnez quelqu'un? Je n'ai pas assez d'éléments pour soupçonner, mais les investissements de cette ampleur viennent rarement sans intérêt caché. Elle hésita avant d'ajouter « Quelle est l'histoire de ce Thomas? Pourquoi a-t-il vendu sa part de l'entreprise à l'origine ?» Divergence stratégique. Il voulait une croissance rapide, même si cela signifiait diluer le contrôle actionnarial. Je préférais une croissance organique, en gardant l'indépendance décisionnelle. Et maintenant il revient, offrant exactement le type d'accord que vous avez refusé il y a des années? Élise haussa un sourcil. Curieux au minimum. Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Il n'avait jamais considéré Thomas comme une menace, mais présenté ainsi, la situation semblait suspecte. Je vais vérifier certaines choses avant de prendre une décision, conclut Mathieu. En attendant, pouvons-nous renforcer la sécurité des informations internes? J'implémente déjà des protocoles plus stricts, répondit Élise, reportant son attention sur l'ordinateur. Personne n'accédera aux détails de l'algorithme sans laisser de traces numériques. À la fin de la journée, alors qu'il se préparait à aller chercher Lucas à l'école, Mathieu remarqua une tension inhabituelle chez Élise. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Elle hésita comme si elle pesait ce qu'elle devait partager. « Je pense juste à votre ami Thomas et à cette proposition soudaine. Il y a quelque chose qui ne semble pas juste, comme s'il manquait des pièces du puzzle. Nous découvrirons quelles sont ces pièces, promit Mathieu, touchant légèrement son bras. Ensemble. Le contact, bien que bref, envoya un courant électrique entre eux, ravivant la tension de la veille. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement, la promesse de ce ensemble résonnant dans l'air entre eux, avec des significations bien au-delà de l'enquête sur Thomas. Le moment fut brisé par le téléphone d'Élise, qui sonna avec un numéro inconnu. Elle répondit, fronçant les sourcils en entendant la voix à l'autre bout. « Oui, c'est Élise Lefebvre. Qui est à l'appareil? Je comprends. »« Oui, nous pouvons discuter. Demain à 10 heures? Parfait. » Quand elle raccrocha, son visage avait légèrement pâli. « Qui était-ce » demanda Mathieu, alarmé par son expression. « Céline Dubois, directrice des talents du groupe Bertrand. » Élise respira profondément avant de continuer. Elle m'a offert le poste de directrice de l'innovation technologique du conglomérat. Salaire 7 fois supérieur à toute consultation que je pourrais facturer à Durand Technologies. Avantages extraordinaires. Équipe de 50 personnes sous ma direction. Mathieu sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Et vous allez accepter ?» Élise le regarda, ses yeux verts insondables. « J'ai dit que je devais réfléchir. La réunion de demain est juste pour discuter des détails. Mais vous envisagez ?» « Je dois envisager, Mathieu. C'est le genre d'opportunité qui se présente une fois dans une vie. » Ce qu'Élise ne dit pas, mais que tous deux comprirent, c'est qu'accepter signifierait quitter Durand Technologies. Quitter Lucas, quitter Mathieu et tout ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble. « Je comprends, » répondit-il, essayant de garder une voix ferme malgré la tempête émotionnelle qui le tourmentait. « Vous méritez cette opportunité. »« Je n'ai pas encore décidé, » précisa Élise. « Il y a des considérations au-delà du professionnel. » Le regard qu'ils échangèrent en disait plus que 1000 mots. Les considérations étaient des liens invisibles qui se formaient entre eux, la famille improvisée qu'ils étaient devenus, les sentiments qui grandissaient chaque jour, malgré les barrières qu'ils essayèrent de maintenir. L'appartement était plongé dans le silence quand Mathieu se réveilla le lendemain matin. Il était encore tôt, à peine plus de 6 heures,
mais il n'avait pas pu bien dormir, pensant à la proposition qu'Élise avait reçue. L'idée de la perdre, tant professionnellement que quoi que ce soit qui grandissait entre eux personnellement, créait un vide troublant dans sa poitrine. En passant par le couloir, il remarqua la porte de la chambre d'Élise entr'ouverte et le lit parfaitement fait. Elle était déjà sortie. Dans la cuisine, il trouva un mot écrit de sa main élégante. « J'ai emmené Lucas pour la sortie scolaire au zoo. Je me suis souvenu que vous aviez une réunion tôt. Nous rentrons cet après-midi. » Et, typique d'Élise, toujours attentive aux détails, toujours soigneuse. Mathieu ressentit une vague de gratitude et quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas nommer. En seulement 3 mois, elle était devenue indispensable dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. L'idée qu'elle puisse accepter l'offre du groupe Bertrand et disparaître de leur vie le tourmentait. Au bureau, Mathieu arrivait à peine à se concentrer sur les réunions matinales. Vers 11 heures, il reçut un message de Martin. « Nous devons parler. Mon bureau urgent. » Quand il arriva dans le bureau du directeur technique, il trouva Martin avec une expression grave, observant quelque chose sur son ordinateur. « Fermez la porte », demanda-t-il, sans lever les yeux de l'écran. Mathieu obéit, sentant une contraction dans l'estomac. « Qu'y a-t-il? Un autre problème avec le système ?»« Pas exactement. Je surveille les accès à nos serveurs depuis que nous avons implémenté les nouveaux protocoles de sécurité, comme Élise l'a suggéré. » Martin tourna le moniteur pour que Mathieu puisse voir. « Quelqu'un a accédé au fichier de l'algorithme central hier soir, à 23h42, depuis une adresse IP externe. Comment est-ce possible? Je pensais que le système était protégé. Il l'est. Pour obtenir cet accès, la personne aurait besoin d'identifiants de niveau administrateur et d'une connaissance détaillée de notre infrastructure. » Martin hésita avant de continuer. « Seulement 3 personnes ont ce type d'accès. Moi, vous et Élise, » compléta Mathieu, se sentant soudainement nauséeux. L'IP a été tracé jusqu'à un hôtel. Le Plaza Athénée. Mathieu sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Le Plaza Athénée était l'hôtel où Thomas était logé. « Ça n'a pas de sens, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Martin. « Pourquoi Élise partagerait-elle des informations confidentielles avec Thomas? Je n'accuse personne, » clarifia rapidement Martin. « Mais nous devons considérer toutes les possibilités. Peut-être que ces identifiants ont été compromis, ou peut-être... Peut-être quoi? Peut-être qu'elle n'est pas qui elle prétend être. » La suggestion fit Mathieu se lever brusquement. « C'est absurde. Je connais Élise. Elle a sauvé notre entreprise. Elle s'occupe de mon fils comme s'il était le sien. Ami, calmez-vous. » Martin leva les mains en un geste apaisant. « Je dis simplement que nous devons être prudents. Cette offre que votre ami Thomas a faite, la fuite d'informations sur notre algorithme, maintenant cet accès suspect, ce sont trop de coïncidences. » Mathieu respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. « Je vais parler à Élise quand elle reviendra. Il doit y avoir une explication. Soyez juste prudents. S'il se passe vraiment quelque chose de louche, nous ne voulons pas alerter les personnes impliquées. » Pendant le reste de la journée, Mathieu essaya de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait sans cesse aux soupçons soulevés par Martin. Il ne pouvait pas croire qu'Élise le trahissait, pas après tout ce qu'ils avaient partagé. Et pourtant, les preuves étaient troublantes. Vers 4 heures de l'après-midi, il reçut un message d'Élise. « Nous rentrons du zoo. Lucas est épuisé mais heureux. Voulez-vous que je prépare quelque chose de spécial pour le dîner ?» La normalité du message le déconcerta encore plus. Si elle était impliquée dans un quelconque stratagème avec Thomas, pourquoi continuerait-elle à agir comme si de rien n'était? Il décida de quitter le bureau plus tôt, déterminé à la confronter dès son arrivée à la maison. En chemin, il reçut un appel de Thomas. « Mathieu, je pensais à notre conversation. Que dirais-tu de prendre un verre ce soir? Nous pourrions discuter des détails de la proposition d'investissement plus tranquillement. »« Ce soir, ce n'est pas possible, Thomas, » répondit-il sèchement. « J'ai des engagements familiaux. »« Je comprends. » Thomas sembla momentanément déçu. « Mais ne tarde pas trop à décider. J'ai d'autres projets intéressants sur ma liste, bien que Durant Technologies soit ma priorité, bien sûr. » La subtilité de la pression ne passa pas inaperçue. « Je donnerai ma réponse bientôt, » assura Mathieu avant de raccrocher. Quand il arriva à l'appartement, il trouva Lucas endormi sur le canapé, portant encore le t-shirt de la sortie scolaire avec des motifs d'animaux. Élise était dans la cuisine, préparant ce qui semblait être des lasagnes,
le plat préféré du garçon. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle avec un sourire fatigué mais sincère. Mathieu l'observa un moment, cherchant le moindre signe de fausseté, le moindre indice que la femme qui avait transformé leur vie n'était pas celle qu'elle prétendait être. Mais tout ce qu'il vit fut Élise, dévouée, compétente, avec cette lueur d'intelligence dans les yeux verts qui le fascinait tant. « Nous devons parler, » dit-il finalement. Quelque chose dans son ton dut alerter Élise, car elle éteignit immédiatement le four et le suivit jusqu'au bureau. Mathieu ferma la porte, s'assurant que Lucas ne se réveillerait pas et ne les entendrait pas. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, visiblement préoccupée. « Il y a eu un accès non autorisé au fichier de l'algorithme hier soir. Depuis une adresse IP tracée jusqu'au Plaza Athénée où Thomas est logé. » Élise fronça les sourcils, confuse. « Et en quoi cela me concerne-t-il » L'accès a été effectué en utilisant des identifiants de niveau administrateur. Seules 3 personnes ont ce type d'accès. Moi, Martin et vous. La compréhension apparut lentement sur le visage d'Élise, suivie d'une expression d'incrédulité. Vous pensez que j'ai divulgué des informations à votre ami Thomas? Pourquoi? Quel motif aurais-je? L'offre du groupe Bertrand est apparue très opportunément. Vous ne trouvez pas? Peut-être négociez-vous sur plusieurs fronts. Dès que les mots sortirent de sa bouche, Mathieu les regretta. Il sonnait mesquin, injuste, complètement en décalage avec tout ce qu'il connaissait d'Élise. Elle le regarda en silence pendant plusieurs secondes, un mélange de douleur et d'indignation dans son regard. « Vous croyez vraiment cela? Après tout ce que nous avons partagé? Après tout ce que nous avons construit ensemble? Non, je ne sais pas quoi croire, » admit Mathieu, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Les preuves pointent vers quelque chose de suspect, mais mon cœur me dit que vous ne feriez jamais cela. » Élise respira profondément, comme si elle essayait de contrôler des émotions intenses. « Je n'ai pas utilisé mes identifiants pour accéder à quoi que ce soit hier soir. Après que vous soyez allé vous coucher, je suis resté à lire dans ma chambre jusqu'à m'endormir. Vous pouvez vérifier les caméras de sécurité de l'immeuble. Je n'ai pas quitté l'appartement. Alors comment expliquez-vous l'accès? La seule explication est que quelqu'un a obtenu mes identifiants. Ou... » Elle s'arrêta, comme si une idée soudaine lui était venue. Ou peut-être y a-t-il une faille dans le système de traçage IP. Quelque chose qui fait paraître que l'accès venait du Plaza Athénée, alors qu'en réalité il venait d'ailleurs. Mathieu considéra cette possibilité. C'était plausible. Élise elle-même avait mentionné des vulnérabilités dans les systèmes de traçage durant le développement du nouvel algorithme. « Nous devons vérifier cela », conclut-il. « Si vous avez raison, cela signifie que quelqu'un essaie délibérément de créer de la méfiance entre nous. » « Je crois savoir qui pourrait faire cela, » dit Élise, sa voix maintenant ferme. « Et je pense qu'il est temps que je sois complètement honnête avec vous, Mathieu. » Elle s'assit dans le fauteuil en face du bureau, ses mains légèrement tremblantes, un rare signe de nervosité chez quelqu'un normalement si contrôlé. « Mon nom complet est Élise Lefebvre-Mercier. Charles Mercier était mon père. » Mathieu sentit son sang se glacer dans ses veines. Charles Mercier avait été associé minoritaire de Durand Technologies dans les premières années de l'entreprise, avant qu'on ne découvre qu'il détournait des ressources et vendait des informations confidentielles à des concurrents. Le scandale avait failli détruire l'entreprise naissante et Charles avait finalement été écarté du marché financier français. Charles Mercier. « Votre père ?» Élise acquiesça, son regard ferme malgré la tension évidente. « Quand j'ai appris que Durand Technologies cherchait une nounou, j'ai immédiatement reconnu votre nom. Mon père parlait beaucoup de vous. Surtout après qu'il ait été exposé. Vous vous êtes rapproché de moi et de Lucas par vengeance, demanda Mathieu, ressentant une douleur dans la poitrine si intense qu'il pouvait à peine respirer. Non, s'exclama Élise, ses yeux suppliants. Au début, j'admets, j'étais curieuse. Je voulais connaître l'homme que mon père considérait responsable de sa disgrâce. Mais jamais je n'utiliserai un enfant innocent dans un quelconque plan de vengeance. Et dès que j'ai connu vous et Lucas, tout a changé. Comment puis-je croire cela maintenant? Réfléchissez, Mathieu. Si mon objectif était la vengeance, j'aurais pu nuire à votre entreprise de nombreuses façons ces dernières semaines. Au lieu de cela, j'ai travaillé jour et nuit pour la sauver. Si je voulais blesser Lucas, j'aurais eu 1000 opportunités. Mais ce que j'ai fait, c'est l'aider à surmonter son traumatisme, à recommencer à sourire. Il y avait une logique indéniable dans ses arguments, mais Mathieu se sentait encore trahi par l'omission. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?»
Et quand aurait été le moment idéal? Bonjour, je suis Élise, fille de l'homme qui a presque détruit votre entreprise. Puis-je m'occuper de votre fils? Elle fit un sourire triste. Ou plus tard, quand nous avons commencé à travailler ensemble dans l'entreprise. Ou peut-être quand nous avons presque échangé un baiser cette nuit-là sur la terrasse. La mention de ce moment intime fit Mathieu détourner le regard, mal à l'aise. « Je prévoyais de vous le dire éventuellement », continua Élise. « Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. J'avais peur de perdre tout ceci. Lucas, l'entreprise, vous. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions contradictoires. Mathieu voulait la croire. Son cœur le suppliait presque de croire. Mais la méfiance, une fois plantée, était difficile à éradiquer. « Je pense que vous devriez accepter l'offre du groupe Bertrand, » dit-il finalement, les mots sortant comme des pierres de sa bouche. Élise le regarda, ses yeux embués pour la première fois depuis qu'il la connaissait. « C'est ce que vous voulez? Que je parte? Ce n'est pas ce que je veux, » admit Mathieu, sa voix étranglée. « C'est ce qui semble le plus sensé maintenant. »« Sensé ?» Élise se leva indignée. « Vous laissez la peur décider pour vous, Mathieu, la même peur qui a failli consumer votre vie avant mon arrivée, la peur qui détruisait votre relation avec Lucas. Et vous m'avez menti. J'ai omis une partie de mon histoire, oui, parce que je savais que vous réagiriez exactement comme ceci. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai menti sur qui je suis ou sur ce que je ressens pour vous et Lucas. » Avant que Mathieu puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Lucas apparut, se frottant les yeux, ensommeillé. « Papa, Élise, pourquoi vous vous disputez ?» Le regard effrayé de l'enfant fut comme un seau d'eau froide pour tous les deux. Élise s'agenouilla immédiatement au niveau du garçon. « Nous ne nous disputons pas, chérie. Nous parlons juste de choses d'adultes. »« Tu pleures » observa Lucas, touchant le visage d'Élise où une larme solitaire s'était échappée. « Parfois les adultes pleurent lors de conversations importantes, » expliqua-t-elle avec un sourire tremblant. « Ce n'est rien qui doive t'inquiéter. »« Tu vas partir ?» demanda soudainement Lucas, avec cette perception aiguë que les enfants montrent parfois. Élise hésita, regardant brièvement Mathieu. « Peut-être que je devrais faire un voyage de travail pour quelques jours, » répondit-elle avec précaution. « Mais tu reviendras, hein, tu promets ?» Le regard suppliant de Lucas était déchirant. Élise le serra fort dans ses bras, ses yeux rencontrant ceux de Mathieu par-dessus l'épaule du garçon. Un regard qui demandait silencieusement s'il y aurait quelque chose pour quoi revenir. « Nous en parlerons plus tard, » intervint Mathieu, incapable de supporter la douleur évidente dans les yeux des deux. « Maintenant, que diriez-vous de finir de préparer ces lasagnes qui sentent incroyablement bon ?» Le moment de tension fut temporairement ajourné, mais les questions non résolues planèrent dans l'air comme des nuages chargés avant une tempête. Alors que Lucas courait joyeusement vers la cuisine, Élise s'approcha de Mathieu. « Je ne partirai pas sans découvrir qui essaie de nous séparer, » chuchota-t-elle avec détermination. « Que vous me croyiez ou non, quelqu'un manipule cette situation, et je crois que nous savons qui c'est. »« Thomas, » murmura Mathieu, « nous avons besoin de preuves, et je vais les obtenir avant ma réunion avec le groupe Bertrand demain. » Le dîner se déroula dans une normalité forcée, les deux adultes s'efforçant de maintenir une façade de tranquillité pour Lucas. Plus tard, après que le garçon se fut endormi, Élise se retira dans sa chambre sans rien dire de plus, laissant Mathieu seul avec ses pensées tumultueuses. Allongé dans son lit, repassant mentalement tout ce qu'Élise avait révélé, Mathieu se demandait s'il commettait la plus grande erreur de sa vie en la laissant partir. Si son explication était vraie, et son cœur voulait désespérément croire qu'elle l'était, alors ils étaient manipulés, séparés par une conspiration dont il ne comprenait pas encore complètement les contours. Son téléphone vibra avec un message. C'était Élise. « Si vous êtes réveillé, venez dans ma chambre, j'ai découvert quelque chose. » Mathieu hésita seulement un moment avant de se lever. Quelle que soit la vérité, il devait l'affronter une fois pour toutes. Mathieu frappa doucement à la porte de la chambre d'Élise avant d'entrer. Il la trouva assise sur le lit, entourée de papiers imprimés et avec l'ordinateur portable ouvert à ses côtés. Son visage montrait des signes de fatigue, mais ses yeux brillaient avec l'intensité qu'il avait appris à associer à ses découvertes importantes. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, gardant une distance prudente. Élise lui tendit un dossier. « L'histoire complète de Thomas Lambert ces 5 dernières années. Ce n'était pas facile de rassembler tout cela en si peu de temps, mais j'ai encore quelques contacts dans le marché financier. » Mathieu feuilleta les documents,
son expression changeant graduellement du scepticisme à l'inquiétude et finalement à l'alarme. « Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il, s'asseyant au bord du lit, le choc évident sur son visage. « Malheureusement, tout est vrai et vérifiable, confirma Élise. Thomas n'a pas fait fortune dans la Silicon Valley comme il le prétend. En fait, il a été évincé de 2 startups pour suspicion d'espionnage industriel. Après cela, il a travaillé comme consultant pour Aigle Corporation, une entreprise connue pour ses pratiques agressives d'acquisition hostile. Aigle, ils ont essayé d'acheter Durant Technologies il y a 3 ans, mais j'ai refusé l'offre. Exactement. Et maintenant, coïncidence, Thomas revient offrant une injection de capital qui ferait d'Aigle un actionnaire minoritaire de votre entreprise, à travers lui comme intermédiaire. Mathieu continua d'examiner les documents, chaque page révélant plus de couches du stratagème apparemment orchestré par son ancien ami. Mais qu'en est-il de l'accès au serveur? Comment expliquez-vous cela? Élise tourna son ordinateur portable pour qu'il puisse voir l'écran. J'ai analysé les journaux d'accès plus en détail. L'IP montre bien le Plaza Athénée, mais le modèle de navigation et les commandes utilisées sont complètement différents de mon style de travail. Elle pointa une séquence de code. Voyez, celui qui a accédé a utilisé des raccourcis clavier spécifiques à Windows. J'utilise exclusivement Mac depuis des années. C'était un petit détail, mais significatif. Quelque chose que seul un expert en sécurité informatique remarquerait. De plus, continua Élise, l'accès a été effectué en utilisant une méthode d'authentification à 2 facteurs qui théoriquement devrait nécessiter mon téléphone pour confirmation. Mais cela ne s'est jamais produit. Ce qui signifie que quelqu'un a réussi à contourner le système de sécurité. Pas n'importe qui. Quelqu'un avec une connaissance approfondie de nos protocoles. Élise le regarda intensément. Nous avons un infiltré dans l'entreprise, Mathieu. Quelqu'un travaillant pour Thomas, ou plus probablement directement pour Aigle. Mathieu sentit le poids de cette révélation comme une encre dans sa poitrine. La trahison ne venait pas d'Élise, mais possiblement de quelqu'un en qui il avait confiance depuis bien plus longtemps. Qui ? Demanda-t-il, son esprit parcourant la liste des employés ayant un accès privilégié. Je n'en suis pas encore sûr, mais j'enquête. Élise hésita avant de continuer. Il y a encore une chose que vous devez savoir. À propos de mon père, Mathieu se tendit, la mention de Charles Mercier ramenant la méfiance qui avait commencé à se dissiper. Quoi à son sujet? L'histoire que vous connaissez, qu'il a détourné des ressources et vendu des informations confidentielles, n'est pas toute la vérité. Élise respira profondément comme si elle rassemblait son courage. Mon père a découvert que quelqu'un dans l'entreprise négociait avec des concurrents. Quand il a tenté d'enquêter, il a été réduit au silence. On lui a tendu un piège, Mathieu. Et le véritable coupable, Thomas, compléta Mathieu, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Thomas vendait des informations et votre père l'a découvert. Élise acquiesça, visiblement émue. Papa a essayé de vous alerter, mais Thomas l'a devancé, plantant de fausses preuves contre lui. Quand il a finalement réussi à rassembler des preuves concrètes, il a subi un accident de voiture qui l'a laissé dans le coma pendant 3 mois. À son réveil, il avait perdu une partie de sa mémoire et n'a jamais pu prouver son innocence. Il est mort il y a 2 ans, essayant encore de blanchir son nom. Mathieu se leva, marchant nerveusement dans la petite pièce. Des souvenirs longtemps oubliés commençaient à ressurgir. Charles essayant de lui parler en privé quelques jours, avant que le scandale n'éclate, Thomas insistant pour qu'il n'écoute pas les paranoïas de l'associé plus âgé, des documents apparaissant mystérieusement sur son bureau impliquant Charles. « Mon Dieu, comme j'ai été aveugle, murmura-t-il, la culpabilité le consumant. J'aurais dû enquêter plus à fond. J'aurais dû écouter votre père. Ne vous blâmez pas. Thomas a toujours été manipulateur. Il a profité de votre inexpérience à l'époque et de votre confiance en lui. » Élise s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres de Mathieu. « Quand j'ai appris que vous cherchiez une nounou, j'ai vu une opportunité de finalement découvrir la vérité, de comprendre quel genre d'homme vous étiez, si vous aviez été complice ou simplement victime de Thomas. Et quelle a été votre conclusion ? Demanda Mathieu, sa voix presque un murmure. Que vous êtes un homme bon qui a été trompé par quelqu'un qu'il considérait comme un ami, quelqu'un qui mérite de connaître la vérité. » Ses yeux verts brillaient d'émotion contenue. « Je n'avais pas l'intention de m'impliquer autant. Je ne m'attendais pas à tant me soucier de Lucas ou de vous. » L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Mathieu sentait son cœur battre de façon irrégulière, partagé entre la honte pour la façon dont il avait traité Élise plus tôt
et le soulagement de découvrir qu'elle ne l'avait pas trahi. « Élise, Le son strident du téléphone de Mathieu interrompit le moment. C'était Martin. « Mathieu, nous avons un problème sérieux. Les serveurs principaux ont été compromis. Quelqu'un essaie d'extraire tout le code source de l'algorithme en ce moment même. »« J'arrive, » répondit Mathieu, cherchant déjà ses clés. « Contactez l'équipe de sécurité et bloquez tous les accès externes. » En raccrochant, il se tourna vers Élise. « Quelqu'un attaque les serveurs de l'entreprise. Nous devons y aller maintenant. »« Je vais réveiller la voisine pour qu'elle reste avec Lucas, » dit Élise, déjà en action. 20 minutes plus tard, ils étaient dans le bâtiment de Durant Technologies, où ils trouvèrent Martin et une petite équipe de programmeurs travaillant frénétiquement pour contenir l'attaque informatique. « C'est sophistiqué », expliqua Martin, montrant les journaux d'activité. « Ils ont trouvé une vulnérabilité dans le pare-feu dont nous ne connaissions même pas l'existence. » Élise prit l'un des terminaux, ses doigts volant sur le clavier, tandis qu'elle analysait le modèle de l'attaque. Ce n'est pas un hacker ordinaire, c'est quelqu'un qui connaît intimement notre infrastructure. Elle s'arrêta soudainement, ses yeux fixés sur l'écran. « Attendez, je reconnais ce modèle. »« D'où ?» demanda Mathieu, se penchant par-dessus son épaule. « d'Aigle Corporation. Ils utilisent une signature spécifique dans leurs attaques. J'ai vu cela quand je travaillais à la Banque nationale. Ils ont tenté quelque chose de similaire contre notre système. » « Alors Thomas travaille avec Aigle pour voler notre algorithme, » conclut Mathieu, la colère évidente dans sa voix. « Pas seulement Thomas, » corrigea Élise, pointant un détail dans les journaux. « Voyez cet utilisateur qui a autorisé l'accès initial. Il a utilisé des identifiants administratifs internes. » Mathieu sentit son sang se glacer en reconnaissant le nom d'utilisateur, Jacques Moreau, l'assistant personnel de Martin, embauché il y a seulement 6 mois. « Jacques est l'infiltré, » murmura Martin, pâlissant. « Il a accès à pratiquement tout. »« Et où est-il maintenant ?» demanda Mathieu. « Il a pris quelques jours de congé. Il a dit qu'il devait rendre visite à sa famille à Bordeaux. » Élise secoua la tête. « Je doute qu'il soit à Bordeaux. Il est probablement au Plaza Athénée en ce moment, aidant à coordonner l'attaque. « Pouvez-vous les arrêter ?» demanda Mathieu. « Je peux essayer, mais ils ont l'avantage. Jacques connaît nos défenses de l'intérieur. » Durant les heures qui suivirent, Élise mena une bataille numérique contre les envahisseurs, implémentant des contre-mesures créatives qui prenaient les attaquants par surprise. Mathieu observait, admiratif de sa compétence et de sa détermination. C'était la véritable Élise, brillante, concentrée, infatigable dans la défense de ce qu'elle considérait comme juste. Vers 4 heures du matin, l'attaque cessa finalement. Élise avait réussi non seulement à bloquer l'invasion, mais aussi à tracer l'origine jusqu'à une adresse IP qui, comme il le soupçonnait, venait du Plaza Athénée. « Nous avons réussi », annonça-t-elle épuisée mais satisfaite. « L'algorithme est sécurisé et nous avons suffisamment de preuves pour confronter Thomas. »« Pas seulement le confronter », corrigea Mathieu. « Nous allons le livrer aux autorités. » Intrusion informatique, tentative de vol de propriété intellectuelle, fraude, il va faire face à de sérieuses accusations. Martin, qui avait été témoin de l'extraordinaire compétence d'Élise, semblait impressionné. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une attaque de cette ampleur avec tant d'efficacité. Durant Technologies a de la chance de vous avoir. » Élise et Mathieu échangèrent un regard significatif. La question de son maintien dans l'entreprise et dans la vie de Mathieu et Lucas planait toujours dans l'air, non résolue. « Nous avons besoin d'un plan pour confronter Thomas, » dit Élise, évitant le sujet. « Il ne sait pas encore que nous avons tout découvert. »« J'ai une idée, » répondit Mathieu. « Mais d'abord, rentrons à la maison. Je dois vérifier comment va Lucas, et nous avons tous besoin de nous reposer un peu. » Le lendemain matin, après quelques heures de sommeil agité, Mathieu appela Thomas. « J'ai réfléchi à ta proposition, » dit-il, gardant une voix décontractée. « J'aimerais discuter des détails cet après-midi, si tu es disponible. »« Excellent !» s'exclama Thomas, sans parvenir à cacher son enthousiasme. « Nous pouvons nous retrouver à l'hôtel, dans ma suite. À 15 heures ? Parfait. Ah, et Thomas, ça ne te dérange pas si j'amène ma nouvelle consultante en sécurité ? Elle m'aide à évaluer tous les aspects de l'affaire. » Il y eut une hésitation presque imperceptible. Bien sûr, pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Après avoir raccroché, Mathieu se tourna vers Élise, qui avait écouté la conversation. Il a mordu à l'hameçon. Maintenant, nous devons préparer notre approche. Et ma réunion avec le groupe Bertrand ? C'est à midi. Mathieu sentit un pincement au cœur.
Il avait complètement oublié cette réunion, la possibilité qu'Élise accepte le poste et sorte de leur vie. « Vous comptez toujours y aller ?» Élise l'étudia longuement avant de répondre. « Ça dépend. » « De quoi ?»« De vous, Mathieu. De nous. De ce qui se passera après que nous aurons résolu cette situation avec Thomas. » Il voulait dire quelque chose, exprimer les sentiments confus qui le consumaient, mais les mots semblaient inadéquats. À la place, il acquiesça simplement, comprenant la complexité de ce qui était en jeu. À midi, Élise sortit pour sa réunion au groupe Bertrand, laissant Mathieu nerveux et anxieux. Elle avait promis de revenir à temps pour la confrontation avec Thomas, mais n'avait pas mentionné quelle serait sa décision concernant l'offre d'emploi. Lucas, percevant la tension dans l'air, était inhabituellement calme pendant le déjeuner. « Papa, Élise va vivre avec nous pour toujours ?» demanda-t-il soudainement, surprenant Mathieu par sa perspicacité. « Je ne sais pas, fils. »« Pourquoi ? Tu aimerais qu'elle reste ?» Lucas acquiesça avec emphase. « Elle te fait sourire à nouveau, comme maman le faisait. » L'observation innocente toucha Mathieu profondément. Son fils de 5 ans avait perçu ce que lui-même répugnait à admettre. Élise avait ramené la lumière dans sa vie, comblant un vide qui semblait impossible à remplir après la perte de Sophie. À 14h30, la sonnette retentit. C'était Élise, de retour de la réunion, vêtue formellement d'un tailleur bleu marine qui lui donnait une apparence encore plus imposante. « Comment ça s'est passé ?» demanda Mathieu, essayant de déchiffrer son expression. « J'ai refusé l'offre, » répondit-elle simplement. « Pourquoi ?» Élise le regarda, ses yeux verts transmettant une vulnérabilité rare. « Parce que j'ai réalisé qu'il y a des choses plus importantes que des titres prestigieux ou des salaires exorbitants. Des choses que je ne peux pas laisser derrière moi. » Avant que Mathieu puisse répondre, Lucas arriva en courant et enlaça les jambes d'Élise. « Tu es revenu. Tu restes pour dîner ?» Élise s'abaissa, se mettant au niveau des yeux du garçon. « Je vais rester pour bien plus qu'un simple dîner, si ton père est d'accord. » Les yeux des deux se tournèrent vers Mathieu, qui sentit le poids de ce moment, un moment de choix, de définition d'un nouveau chemin. « Nous devons d'abord résoudre une situation importante, » dit-il, reportant la réponse que son cœur connaissait déjà. « Après cela, nous aurons beaucoup à discuter. » À 15 heures précises, Mathieu et Élise étaient dans l'ascenseur du Plaza Athénée, montant pour affronter Thomas et mettre fin une fois pour toutes au cycle de trahison et de manipulation qui avait commencé des années auparavant. Ce qui se passerait ensuite restait incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, Mathieu ressentait de l'espoir pour l'avenir, un avenir qu'il admettait maintenant pour lui-même. Il ne pouvait pas imaginer sans Élise à ses côtés. Le Plaza Athénée, avec son architecture élégante et son luxe discret, se dressait majestueusement au cœur de Paris. Mathieu et Élise traversèrent le hall somptueux en silence, chacun immergé dans ses propres pensées, tandis qu'ils se préparaient à la confrontation imminente. Dans l'ascenseur, Mathieu remarqua comment Élise ajustait discrètement le petit dispositif d'enregistrement caché dans la poche intérieure de sa veste. Ils avaient soigneusement planifié cette rencontre, non seulement pour confronter Thomas, mais pour obtenir des aveux qui pourraient être utilisés légalement contre lui et Aigle Corporation. « Prête ?» demanda Mathieu, lorsque l'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Élise acquiesça, ses yeux verts reflétant sa détermination. « Plus que prête. J'ai attendu des années pour ce moment. » Le couloir menant à la suite présidentielle semblait interminable. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la porte, Mathieu hésita brièvement avant de frapper. Cette confrontation représentait non seulement la fin d'une conspiration d'entreprise, mais aussi le règlement de compte avec son passé, la chance de corriger l'erreur qu'il avait commise en ne croyant pas Charles Mercier des années auparavant. Thomas ouvrit la porte avec un sourire exubérant qui n'atteignait pas ses yeux. « Mathieu, et vous devez être la fameuse consultante. Entrez, je vous en prie. » La suite était luxueuse avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Une bouteille de champagne reposait dans un seau à glace, apparemment prête à célébrer l'accord que Thomas croyait être sur le point de conclure. « Alors » commença Thomas après leur avoir servi des coupes qu'ils évitèrent discrètement de boire. « Discutons des termes de l'investissement ? 15 millions pour 25% de l'entreprise me semble plus que juste, considérant la situation financière de Durand Technologies il y a quelques semaines. Avant de parler affaires, interrompit Mathieu calmement, j'aimerais présenter correctement ma consultante. Thomas, voici Élise Lefebvre-Mercier.
Le sourire de Thomas vacilla pendant un instant presque imperceptible. « Mercier. Un lien de parenté avec... Charles Mercier était mon père, confirma Élise, observant attentivement sa réaction. Thomas retrouva rapidement sa contenance, bien qu'un léger tremblement de sa main, en reposant sa coupe sur la table, le trahissait. Quelle intéressante coïncidence. Mathieu, tu ne m'avais pas dit que tu travaillais avec la fille de notre ancien associé. En fait, Thomas, il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites, répondit Mathieu, son ton maintenant plus ferme. Comme le fait que nous avons découvert ton implication avec Aigle Corporation ou les tentatives d'intrusion dans nos serveurs la nuit dernière. Le sourire de Thomas disparut complètement, remplacé par une expression calculatrice. « Je ne sais pas de quoi tu parles. J'étais ici toute la nuit en train de dormir. »« Vraiment ?» questionna Élise, ouvrant son ordinateur portable. « Parce que nous avons des enregistrements d'accès aux serveurs de Durant Technologies provenant de cet hôtel, utilisant des identifiants administratifs volés. Coïncidence, ton complice Jacques Moreau a également été localisé dans ce même hôtel hier soir. » Thomas resta silencieux, évaluant ses options tandis que ses yeux se déplaçaient rapidement entre Mathieu et Élise. « Sais-tu ce qui est le plus intéressant ?» continua Mathieu. « Le modèle d'attaque utilisé était identique à celui qu'Aigle a tenté contre la Banque nationale il y a quelques années. Une banque où, par hasard, Élise travaillait comme directrice de la sécurité informatique. C'est ridicule, protesta Thomas, mais la sueur commençant à se former sur son front le trahissait. Je suis venu en France uniquement pour investir dans une entreprise prometteuse dirigée par un vieil ami. Mensonge, Thomas, intervint Élise, sa voix froide et contrôlée. Tout comme les mensonges que tu as répandus sur mon père il y a des années, quand il a découvert que tu vendais des informations confidentielles de Durant Technologies à des concurrents. La mention de cet incident sembla toucher une corde sensible. Thomas se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre comme s'il avait besoin d'espace pour respirer. Charles devenait paranoïaque. Il voyait des conspirations partout, argumenta-t-il dos à eux. Personne ne le croirait sans preuve, et il n'en avait aucune. En fait, il en avait, corrigea Élise, ouvrant un dossier qu'elle avait apporté. J'ai trouvé ceci parmi ses affaires après son départ. Des copies d'emails, des registres de virements bancaires, tout documentant tes négociations avec Tech France, principal concurrent de Durant Technologies à l'époque. Thomas se retourna lentement, son visage maintenant un masque d'évaluation froide. Si tu avais ces preuves, pourquoi ne les as-tu pas utilisées avant? Parce que je voulais comprendre l'ensemble du tableau. Je voulais savoir si Mathieu était impliqué ou s'il avait aussi été trompé par toi. Et apparemment tu es arrivé à une conclusion, commenta Thomas avec un sourire sarcastique. Oui, confirma Élise, échangeant un bref regard avec Mathieu. J'ai conclu qu'il a été autant victime de tes manipulations que mon père. Thomas rit, un son froid et calculateur. Toujours le naïf Mathieu, n'est-ce pas? Si concentré sur la création de sa précieuse entreprise, qu'il ne percevait pas ce qui se passait juste sous son nez. Pourquoi, Thomas? Demanda Mathieu, la douleur évidente dans sa voix. Nous étions amis. Nous avons construit Durant Technologies ensemble. Amis? Thomas cracha presque le mot. Tu t'es toujours considéré supérieur, Mathieu. Le visionnaire, le génie de la programmation. J'étais juste le partenaire commercial, le gars du marketing. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour être pris au sérieux dans la Silicon Valley après avoir quitté Durant Technologies? Des années, pendant que tu étais ici, construisant ta petite dynastie. Alors c'est ça, la jalousie, questionna Mathieu incrédule. Appelle ça comme tu veux. Je préfère voir cela comme une compensation pour ma valeur non reconnue. Élise fit un pas en avant, ses yeux brillants d'une colère contenue. Et l'accident de mon père, c'était aussi une compensation? Thomas hésita, un éclair de quelque chose, de la culpabilité peut-être, traversant son visage avant d'être remplacé par le masque d'indifférence. Des accidents arrivent tous les jours. C'est toi qui as saboté les freins de sa voiture, accusa Élise, sa voix tremblant légèrement, après qu'il t'ait confronté avec les preuves qu'il avait rassemblées. C'est une accusation grave, sans aucune preuve, répondit Thomas, retrouvant son assurance, tout comme toutes ces histoires d'intrusions informatiques et de conspiration avec Aigle. Vous n'avez rien de concret. Mathieu sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la suite. En fait, nous avons, en plus des enregistrements numériques qu'Élise a collectés pendant l'attaque, nous avons aussi Jacques Moreau. Il a décidé qu'il ne voulait pas être le bouc émissaire quand tout cela éclatera. Cette information sembla réellement surprendre Thomas.
Jacques? Impossible. Il est loyal à Aigle. Apparemment, sa loyauté a des limites, répliqua Mathieu. Surtout quand il a réalisé qu'il serait abandonné une fois le sale boulot terminé. Thomas resta silencieux un moment, recalculant sa position. Lorsqu'il parla à nouveau, son ton avait changé pour quelque chose de plus conciliant. Soyons raisonnables. Personne n'a vraiment été blessé. Votre entreprise se porte mieux que jamais grâce à ce nouvel algorithme. Nous pouvons parvenir à un accord qui profite à tous. Quel genre d'accord? Demanda Mathieu, feignant l'intérêt. Je retire l'offre d'investissement. J'efface toutes les données qui auraient pu être malencontreusement collectées. Et je disparais de vos vies. En échange, cette conversation n'a jamais eu lieu. Élise et Mathieu échangèrent des regards. C'était le moment qu'ils avaient de planifier, obtenir un aveu implicite qui, avec les preuves techniques et le témoignage de Jacques, serait suffisant pour poursuivre Thomas et Aigle Corporation. « Nous ne sommes pas intéressés par des accords », déclara fermement Mathieu. « Les autorités ont déjà été notifiées. Une équipe de la police judiciaire spécialisée dans les crimes informatiques est en route. » Le visage de Thomas pâlit visiblement. « Tu ne ferais pas ça. Nous étions amis, Mathieu. »« Les amis ne sabotent pas les voitures, » répondit froidement Mathieu. « Les amis ne trahissent pas la confiance l'un de l'autre. Et surtout, les amis n'essaient pas de voler ce que l'autre a construit avec tant de sacrifices. » Comme en réponse à un signal, des coups forts retentirent à la porte de la suite. Élise ouvrit, laissant entrer 2 agents de la police judiciaire accompagnés de Martin, qui avait coordonné l'opération depuis l'extérieur de l'hôtel. Tandis que les agents présentaient le mandat et commençaient à arrêter Thomas, qui protestait véhémentement, Mathieu sentit un poids se lever de ses épaules, le poids de la culpabilité pour n'avoir pas cru Charles Mercier, le poids des années d'amitié basées sur des mensonges, le poids des doutes concernant Élise. Lorsqu'ils quittèrent finalement l'hôtel, le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de teintes orange et rouge. Dans la voiture, en route vers la maison, un silence confortable s'installa entre eux, le silence de personnes qui ont traversé une tempête ensemble et aperçoivent maintenant l'accalmie. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda finalement Élise, regardant par la fenêtre la ville qui s'illuminait progressivement avec l'arrivée de la nuit. Thomas et Aigle feront face à des poursuites pénales et civiles. Avec les preuves que nous avons, plus le témoignage de Jacques, ils ne peuvent pas s'échapper. « Je ne parle pas de Thomas », clarifia doucement Élise. « Je parle de nous. » Mathieu ralentit la voiture, s'arrêtant sur le bas-côté avec vue sur le jardin du Luxembourg. Il se tourna pour lui faire face, rassemblant son courage pour les mots qui devaient être dits. « Hier, quand j'ai pensé que vous pouviez me trahir, j'ai senti comme si le monde s'écroulait à nouveau. Pas seulement pour l'entreprise, mais parce que l'idée de vous perdre... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Élise, en seulement 3 mois, vous êtes devenue essentielle dans nos vies. Lucas vous adore. Et moi? Et vous? » insista-t-elle, ses yeux verts fixés sur les siens. « Je suis tombé amoureux de vous, » confessa-t-il finalement. « Je n'avais pas prévu cela. Je pensais qu'après Sophie, je ne ressentirais plus jamais quelque chose comme ça pour personne. Mais vous êtes arrivé et avez ramené la lumière dans notre maison, un but dans ma vie. » Élise sourit, ce sourire rare et lumineux qui transformait complètement son visage sérieux. « Je n'avais pas non plus prévu de tomber amoureuse, Mathieu. En fait, j'ai lutté contre cela de toutes mes forces. Après ce qui est arrivé à Gabriel et Léa, j'avais juré que je ne me permettrais plus jamais d'être aussi vulnérable. Et maintenant, demanda-t-il, son cœur s'accélérant d'espoir. Maintenant, je réalise que le plus grand risque n'est pas d'aimer à nouveau, répondit-elle, touchant doucement son visage. C'est de laisser la peur du passé nous voler notre chance de bonheur dans le présent. Mathieu couvrit sa main de la sienne, tournant son visage pour embrasser sa paume dans un geste de tendresse. Restez avec nous, Élise. Pas comme nounou ou consultante, mais comme partenaire, dans tous les sens. J'ai une condition, dit-elle, son ton soudainement sérieux, bien que ses yeux souriaient encore. Je veux être associé dans Durand Technologies, de vrais partenaires, avec une participation égale dans les décisions. Mathieu rit, soulagé et heureux. Ce n'est pas une condition, c'est une bénédiction pour l'entreprise. Marché conclu. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin dans le baiser si longtemps différé, ce fut comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe s'emboîtaient finalement. Ce n'était pas une fin heureuse simpliste. Tous deux portaient des cicatrices profondes
et des souvenirs douloureux qui ne disparaîtraient jamais complètement. Mais c'était un nouveau départ honnête, basé sur la vérité, le respect mutuel et un amour qui avait fleuri dans les circonstances les plus improbables. 6 mois plus tard, Durant Technologies s'était transformée. Sous la direction conjointe de Mathieu et Élise, l'entreprise avait étendu ses opérations au-delà de la France, établissant des bureaux à Barcelone et Lisbonne. L'algorithme révolutionnaire développé par Élise, maintenant breveté et amélioré, était devenu une référence sur le marché de la sécurité informatique pour les institutions financières. Par un dimanche après-midi au jardin du Luxembourg, Mathieu observait Élise et Lucas nourrir les canards du lac. Le garçon, maintenant presque 6 ans, riait ouvertement tandis qu'Élise lui expliquait pourquoi les canards semblaient remercier en inclinant la tête. La tristesse qui dominait auparavant les yeux du garçon avait cédé la place à une joie authentique. Lucas courut vers Mathieu, tenant un petit bateau en papier qu'il avait construit avec Élise. « Papa, regarde! Élise m'a appris à faire un bateau qui flotte vraiment. Fantastique, champion !» félicita Mathieu, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « Pourquoi ne vas-tu pas le tester sur le lac? Reste où nous pouvons te voir. » Tandis que Lucas retournait en courant vers le bord du lac, Élise s'approcha, s'asseyant à côté de Mathieu sur le banc du parc. « Il est tellement différent, » commenta-t-elle, observant le garçon avec affection. « Si plein de vie. »« Grâce à vous, » répondit Mathieu, entrelaçant ses doigts aux siens. « Vous nous avez sauvés, Élise, de plus de façons que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Vous m'avez aussi sauvé. Après ce qui est arrivé à ma famille, je pensais que je n'aurais plus jamais de foyer, de but. Vous m'avez donné les deux. » Mathieu sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague en platine avec une émeraude qui rappelait les yeux d'Élise. « J'attendais le moment parfait pour cela. Je pense qu'il est enfin arrivé. » Élise regarda la bague, ses yeux se remplissant de larmes. « Mathieu, ce n'est pas seulement une demande en mariage, » expliqua-t-il, tenant ses mains. « C'est un pacte, pour affronter ensemble ce qui viendra, pour construire quelque chose de nouveau sur les fondations de ce que nous avons perdu, pour être partenaires en tout, dans la vie, dans l'éducation de Lucas, dans l'entreprise. »« Oui, » répondit-elle simplement, lui permettant de glisser la bague à son doigt. « À toutes ces promesses. » Lucas revint en courant, percevant que quelque chose d'important venait de se produire. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Élise pleure ?» Mathieu attira son fils près de lui, l'incluant dans l'étreinte. « Élise va rester avec nous pour toujours, champion. Nous allons être une famille. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Ça veut dire que je peux t'appeler maman ?» demanda-t-il directement à Élise. La question innocente toucha Élise profondément. Elle s'agenouilla pour être au niveau des yeux du garçon. « Tu peux m'appeler comme tu te sens à l'aise, Lucas. Ta maman sera toujours ta maman, même si elle n'est plus là. Je serais honoré d'être ta deuxième maman si tu le souhaites. » Lucas réfléchit un moment, avec le sérieux qui parfois surprenait chez quelqu'un de si jeune. « Je pense que maman serait contente que papa ne soit plus triste, et que j'ai quelqu'un qui sait tout sur les dinosaures pour m'aider. » Tous trois rirent ensemble, unis par des liens qui transcendaient les conventions et les attentes. Là, dans le parc baigné par la lumière dorée du soir parisien, une nouvelle famille se consolidait, non pas pour remplacer ce qui avait été perdu, mais pour honorer le passé, tout en embrassant courageusement l'avenir. En rentrant chez eux ce soir-là, l'appartement qui semblait auparavant vide et sans vie débordait maintenant de possibilités. Sur la table du salon, les plans pour le nouveau siège de Durant Technologies se mêlaient aux dessins de dinosaures de Lucas et aux échantillons d'invitations de mariage. La vie, avec toutes ses tournures imprévisibles, avait amené Élise à la porte de Mathieu dans un moment de désespoir. Ce qui avait commencé comme un arrangement professionnel s'était transformé en la plus improbable et précieuse des secondes chances. Et tandis qu'il observait Élise aider Lucas avec sa collection de dinosaures, Mathieu comprit la vérité la plus profonde de son parcours. Parfois, les plus grands trésors de la vie surgissent des endroits les plus inattendus, et le cœur, même fracturé par la perte, ne perd jamais sa capacité d'aimer à nouveau, peut-être même avec plus de profondeur et de gratitude pour la seconde chance accordée.